Stratégie nationale de contrôle interne en avril 2011 par le gouvernement, le contrôle général des services publics appuie les services et organismes publics pour sa mise en place en leur sein. Au cours de cette première session, 14 projets de manuels seront soumis à la Commission nationale chargée de validation des manuels de procédure administrative, opérationnelle, financière et comptable. Pour concrétiser la mise en place du contrôle interne, le contrôle général des services publics a conçu, dans un premier temps, pour les gestionnaires, 4 plans types détaillés en vue de leur faciliter l'élaboration de leur manuel de procédure, à savoir le plan type détaillé pour les structures centrales, le plan type détaillé pour les structures régionales et subrégionales, les plans type détaillés pour les établissements publics et enfin le plan type détaillé pour les projets et programmes. Après cette première génération de plans détaillés, une deuxième génération a vu le jour suite aux difficultés rencontrées par les gestionnaires dans l'élaboration de leur manuel. À cet égard, 2 types de plans ont été ainsi conçus pour faciliter la tâche des gestionnaires. Il s'agit du plan type détaillé pour les structures centrales qui prend en compte leurs services déconcentrés au niveau régional et local et du plan type détaillé pour les établissements publics nationaux. La mise en place des manuels de procédure dans nos administrations et services est gage de transparence, de crédibilité et de bonne gouvernance dans notre pays. Malgré tout, force est de reconnaître que plusieurs services et organismes publics ne disposent pas à ce jour d'un manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables. Selon le Premier ministre, cette première session constitue un moment privilégié pour réfléchir sur le dispositif de contrôle interne au sein des administrations publiques. Le contrôle interne dans le service public n'est pas une problématique nouvelle, ni complètement étrangère aux gestionnaires des services publics. Cependant, elle prend aujourd'hui une nouvelle et une plus grande dimension à l'aune des priorités contenues dans la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous a fixées, parmi lesquelles figure en bonne place la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026, adopté par le Conseil national de transition dans son axe 2, accorde une place de choix à cette vision du chef de l'État par l'inscription d'activités phares concourant à l'atteinte de cet objectif. De nouvelles exigences en matière de gouvernance financière des structures publiques, notamment en termes de transparence, d'intégrité, de responsabilité et de reddition de comptes, renforcent l'importance de mise en place et de consolidation des dispositifs de contrôle interne. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, les manuels de procédure constituent une réponse pertinente à une double exigence. Celle de la prévention des actes de corruption dans la sphère publique et celle de l'efficacité de la gouvernance publique d'une manière générale. La mise en place progressive des manuels de procédure dans nos services publics permettra d'améliorer la maîtrise de la gestion, la protection des biens de l'État, l'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines et matérielles et la lutte contre le détournement et toute forme de délinquance financière. Pour notre part, des dispositions seront prises pour relancer les départements ministériels en vue de l'élaboration de leurs manuels dans la droite ligne de l'amélioration continue de la bonne gouvernance dans nos services publics et de l'atteinte des objectifs de la vision Malikoura. Le général de division Abdoulaye Maïga a exhorté les membres de la commission à la vigilance et à un examen minutieux des documents soumis à leur appréciation, car ces documents jouent un grand rôle dans la gouvernance administrative et financière des services publics. Le ministre de l'économie et des finances poursuit sa présentation de la vision Mali 2063 et de la stratégie nationale de développement durable 2024-2033. Face au Conseil économique, social, environnemental et culturel, Alioune Sanou est revenu sur les 11 grands projets soutenants de Malikoura Niatasra, Kabinsan Baflani Bioroni Sabama. Les détails avec Mamadou Fane. À l'horizon 2033, le Mali table sur une croissance à 2 chiffres. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement de la transition a établi une stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie découle de la vision du Malikoura Tasra Kabinsan Bafla Ani Biorani Sabama. Ainsi, il apparaît
indispensable pour le ministre de l'économie et des finances de faire adhérer à cette vision l'ensemble des Maliens. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a été l'hôte du ministre Sanou qui a présenté la stratégie nationale de développement durable aux conseillers de la République. Nous avons estimé, avec toujours l'impulsion du président, de pouvoir rencontrer l'ensemble des acteurs pour pouvoir donner une plus large aperçu donc, de la vision et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, afin que tout le monde, tous les acteurs, toutes les personnes impliquées puissent se sentir davantage concernés et que nous puissions vraiment ensemble œuvrer pour la réussite de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, c'était le tour donc, du Conseil économique, social, culturel et environnemental. 11 projets structurants sont retenus pour rendre le Mali assez fort et solide. Il y a 11 projets structurants qui concernent l'ensemble de la vie de la nation. Le projet qui veut dire Dunkafa, ça veut dire que nous ambitionnons de nourrir la sous-région, le Mali, la sous-région. Le projet, par exemple, comment mieux vivre à Bamako et dans les capitales régionales. Le projet Sankoré, qu'il s'agit pour nous de redonner au Mali, en tout cas, la capacité de former ses enfants, de former ses jeunes, de former ses femmes, et de les former non seulement à la culture, à l'éducation, aux valeurs, mais également de les rendre très performants en matière technologique, etc. Il s'agit de permettre à chaque capitale régionale d'être une agglomération importante sur l'ensemble des aspects de la vie pour qu'on puisse pouvoir vivre même dans ces régions sans pouvoir avoir un besoin particulier de se déplacer comme ça se fait dans les autres pays du monde aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous regorgeons aujourd'hui des ressources minérales. Après questions-réponses, les conseillers de la République se disent mieux imprégnés de la stratégie nationale de développement durable et entendent apporter tout leur soutien à ce document. Les discussions tenues autour de la vision Malipura 2023 de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 ont été riches, franches et porteuses d'espérance. Elles traduisent l'engagement collectif à bâtir un Mali solidaire, prospère, émergent et durable. Je voudrais une fois de plus saluer l'initiative du gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, de porter cette vision structurante pour l'avenir de notre nation. La rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'économie de remettre le document de la stratégie nationale de développement durable au président du Conseil économique. Un document retraçant clairement les ambitions du Mali de devenir un état de production et non de consommation. Rendons-nous maintenant aux Émirats arabes unis pour parler de la tenue de la deuxième commission mixte de coopération Émirats arabes unis Mali. Les travaux ont abouti à la signature des mémorandums d'entente entre les chambres de commerce des deux pays et la signature de 11 accords dans plusieurs domaines, parmi lesquels il y a la défense et la sécurité, l'agriculture ou encore les énergies renouvelables. Les documents ont été signés par les ministres en charge du commerce des deux pays ainsi que les présidents des chambres de commerce. Envoyé spécial à Abu Dhabi, Mohamed Diarra, de l'Imagandjabati. Quand la diplomatie et l'économie se rencontrent, le développement s'impose. Des signatures accompagnées de salves d'applaudissements qui engagent deux pays à renforcer leur coopération. Voilà les retombées des travaux de la deuxième commission mixte de coopération Émirats arabes unis Mali. Le premier acte, la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis. Nous allons minutieusement examiner le mémorandum signé afin qu'il soit conforme aux attentes des Maliens et des Émiratis. Le second acte est la signature du procès verbal de la rencontre. Dans le dit document, Émiratis et Maliens conviennent d'insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération dans 11 domaines stratégiques. Le commerce, le transport, la culture, le tourisme, les mines, la technologie, l'intelligence artificielle, sans oublier la défense et la sécurité. Des négociations menées conformément aux directives du président de la transition. Je dois dire qu'il y a 3 dimensions essentielles qui ont été abordées au cours de cette deuxième commission. D'abord, la dimension diplomatique. Donc toutes les relations de coopération que le Mali
et les Émirats arabes unis peuvent avoir au plan international, de façon à consolider notre partenariat pour porter un certain nombre de projets au plan international. Des projets qui ont pour objet de soutenir des valeurs partagées que nous soutenons tous les deux pays. Toutes les questions liées à la souveraineté des pays, au respect de la souveraineté des pays, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, au respect de nos États. Donc toutes ces questions ont été confirmées et les Émirats arabes unis et la République du Mali se sont engagés à porter les mêmes voix par rapport à ces questions-là sur le plan international. Je dois dire aussi qu'il y a une dimension sécuritaire qui a été posée et qui a été discutée et qui doit permettre, n'est-ce pas, au Mali de bénéficier aussi de l'accompagnement et de l'appui des Émirats arabes unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les Émiratis sont aussi déterminés à accompagner le Mali dans l'atteinte de la souveraineté énergétique. C'est ce qui est recherché depuis très longtemps. Les plus hautes autorités, à commencer par le président de la transition, sous la houlette du Premier ministre, nous a vraiment instruit de tout mettre en œuvre pour que le Mali puisse vraiment atteindre la souveraineté énergétique. Nous sommes comblés en tant que ministre de l'énergie de savoir que beaucoup de projets concernant l'énergie ont été discutés et que nous osons espérer que dans les jours à venir, ces projets seront réalisés pour le bonheur des Maliens. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, un mécanisme de suivi sera mis en place afin de veiller au respect des engagements de part et d'autre. Retour au Mali et précisément à Dialafara dans le cercle de Kéniéba. Là-bas, les populations viennent de bénéficier d'un important lot de moustiquaires, des moulins et de lampadaires. C'est donc offert grâce à la mobilisation de la jeunesse de la localité et l'initiative d'un opérateur. L'objectif est de soutenir l'autonomisation des femmes, lutter contre le paludisme et renforcer la sécurité du village à travers les lampadaires. Le commentaire est signé Douranché Diakité. Au total, 10 balles de moustiquaires, soit 500 moustiquaires, ont été remises au centre de santé communautaire de Dialafara. Les femmes du village, avec l'autorisation de l'opérateur, ont reçu 2 moulins ainsi qu'un investissement de 100 lampadaires solaires destinés à électrifier les villages de Dialafara, Kama et Tchenteba. Cette initiative a été vivement saluée par les communautés. Présentement, là, nos différentes choses sont envoyées par vraiment beaucoup de maladies, surtout le paludisme. Le paludisme, là, c'est une maladie qui tue ici en grand nombre. Et donc, si nous avons vraiment eu un partenaire qui nous a offert vraiment plus d'une dizaine de moustiquaires imprégnés, vraiment, nous ne pouvons vraiment que lui dire merci et vraiment encourager les autres partenaires qui doivent venir à faire vraiment le même, à poser le même acte. Ces gestes ce matin cadrent parfaitement avec le judo de plus hautes autorités, à savoir le général d'armée Assimi Goïta, qui, dans les derniers renouvellements du code minier, a dit que l'or brillera désormais au profit des Maliens. Et notre société, s'adaptant ou respectant ces judo des plus hautes autorités du pays, a voulu vraiment mener ses activités au profit des paisibles citoyens. Ce soutien communautaire de Eagle Mining a été accueilli favorablement par les leaders locaux. Pour eux, il s'agit d'une aide précieuse qui vient soulager les populations et favoriser leur autonomie. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Très satisfaits. Si on a des partenaires comme ça, 2 ou 3 partenaires comme ça, dans notre commune, dans notre arrondissement, vraiment, je crois que c'est un pan dans le développement. À travers cette remise des moustiquaires imprégnés, des moulins et des lampadaires, le donateur témoigne de sa solidarité envers les populations de Dialafara afin de contribuer à un développement harmonieux. La fête du miel en Russie, connue sous le nom de Medovyi, se passe au sauveur du miel, célébré le 14 août de chaque année. Au milieu du mois d'août commence la récolte du miel. Des repas à base de miel sont généreusement distribués aux pauvres. C'est compte tenu de l'importance de cet aliment dans la tradition russe. C'est pourquoi la maison russe au Mali a organisé cet événement à l'occasion de la fête du miel. Compte rendu à Ouatraoré. La maison russe au Mali a organisé ce 14 août la journée du miel pour la 2e fois consécutive. Miodovy se passe
ou saveur du miel en russe est une fête traditionnelle, célébrée une fois par an. Elle est l'occasion de festoyer et de consommer du miel accompagné de différents plats. Les Russes fêtent ça parce que, vu les vertus du miel, ils ont décidé de dédier une journée au miel. Ça, c'est le 14 août. Parce que dans leur analyse et calcul, ils ont compris que c'est après le 14 août, les abeilles ne fournissent pas beaucoup d'efforts. La quantité du miel diminue beaucoup. Il y a des gens qui mangent du miel frais, d'autres mangent avec du pain, même avec des fruits. Mais c'est à ce jour-là que tout le monde dit que le miel a des particularités, le miel a des vertus. Cette année, plus d'une dizaine d'enfants ont pris part à cette célébration. Ils ont pu découvrir la culture russe. Je suis venue à la maison russe pour fêter la fête du miel. On a mangé des crêpes de miel, c'était bon, je suis très contente, on a dansé. Aujourd'hui, nous sommes venus à la maison russe pour fêter la fête du miel. On a mangé du crêpe avec du miel, c'était très bon. On a joué, on s'est amusé et on a fait plein d'autres choses. Utilisé depuis des temps immémoriaux pour ses bienfaits thérapeutiques et alimentaires, le miel occupe une place de choix. Alors, il est tout à fait normal de dédier une journée à cette substance considérée comme sacrée pour certains. Si le temps est l'argent, comme disait l'autre, le miel est la vie. La communauté indienne au Mali, à l'instar du pays, a célébré vendredi le 78e anniversaire de l'indépendance du pays. Elle est célébrée chaque année le 15 août au Mali. Pour commémorer cette date, l'ambassade, les ressortissants de l'Inde au Mali ainsi que des invités se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Reportage signé Dossé Babadjara Sambou Diakité. La montée des couleurs accompagnée de l'hymne national du pays a donné le ton de la fête d'indépendance de l'Inde à la résidence de l'ambassadeur d'Inde à Bamako. C'était pour commémorer le 15 août 1947, la date de l'accession de ces pays d'Asie à la souveraineté nationale et internationale. As you know, we were a British colony and there was a long struggle. We wanted to overthrow the colonial forces. L'Inde est une ancienne colonie donc de la Grande-Bretagne. Voilà, la lutte pour l'indépendance a été farouche sous le leadership de Mahatma Gandhi, comme vous devez le savoir. Donc ils se sont battus et ils ont suivi les principes de Mahatma Gandhi, qui étaient la non-violence et la non-coopération. Donc avec ces deux outils, ils ont combattu les Britanniques et finalement, le 15 août 1947, donc ils ont accédé à leur indépendance. Chaque année, à la veille de cette commémoration, la présidente de l'Inde, Mme Draupadi Murmu, s'adresse à la nation. Son allocution a été partagée avec la communauté indienne vivant au Mali par les chargés d'affaires de l'ambassade. Largest healthcare scheme of its kind in the entire world. Le 15 août est gravé dans notre mémoire collective. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux à la veille du jour de l'indépendance. Chaque Indien célèbre cette date et celle de la fête de la République avec ferveur, ce qui remplit chacun d'entre nous de fierté. Ces journées nous rappellent avec force notre identité d'Indiens, fiers de leur nation. Des démonstrations de danse indienne, des prestations artistiques et une remise d'attestation de reconnaissance à des membres des associations indiennes au Mali ont mis fin à la cérémonie. International Medical Corps a procédé lundi à Braouli à la capitalisation des acquis de son projet de renforcement de la santé reproductive des femmes. Pendant 3 ans de mise en œuvre, le projet a enregistré plusieurs acquis, notamment le renforcement des capacités des agents de santé, la dotation des centres en matériel de travail performant. On en sait plus avec Honoré Chenou et Bassi Traoré. Après 3 années de mise en œuvre de son projet réussi dans les districts sanitaires de Baroueli, International Medical Corps procède à la capitalisation des acquis du projet. Un projet axé sur le renforcement de la santé reproductive des femmes. Nous avons promis aux bailleurs que 18% des femmes vont utiliser les services de planning familial. On est allé à 19%. Les activités de communication ont de loin dépassé leur cible.
32 000, c'est 45 000 qui ont été atteints. Globalement, nous avons promis que 31%, nous sommes allés à 40%. L'avenir de nos communautés et particulièrement celui de nos femmes, de nos jeunes filles, dépend de la qualité des actions que nous menons aujourd'hui pour améliorer leur santé et leur bien-être. Ces acquis méritent d'être non seulement reconnus, mais aussi partagés et consolidés pour inspirer d'autres interventions dans notre pays. Des témoignages et appréciations des parties prenantes ont permis de dégager des défis rencontrés et des stratégies d'adaptation permettant de valider les acquis à pérenniser. Les agents ont été renforcés en compétences. Quand on a une compétence, là on met avec. Même si le projet part, l'agent qui a reçu une compétence sur la prise en charge des femmes et des enfants, de sa structure, sa connaissance, là, le projet ne va pas partir avec la connaissance. Les résultats et impacts du projet réussi sont mis à la disposition de tous les acteurs ainsi que le plan d'action pour la pérennisation des acquis. Parcours erratique de la démocratie, c'est le titre du tout nouveau premier essai de l'anthropologue Amadi Gansiri Bachili. À travers une analyse critique de l'histoire politique au Mali, l'auteur interroge les fondements et les dérives du processus démocratique au Mali. La présentation du livre a eu lieu au mémorial Modibo Keïta et c'est un reportage signé Moussa Kamara. Le parcours erratique de la démocratie est un essai engagé signé par l'anthropologue Amadi Gansiri Bachili. Dans cet ouvrage de près de 462 pages, l'auteur décortique de façon chronologique l'histoire politique du Mali des 30 dernières années. Le livre, de façon générale, essaie de décrypter, d'analyser de façon chronologique le modèle de gouvernance que la démocratie a servi au peuple malien, gouvernance étatique, institutionnelle, politique et démocratique les 30 dernières années. Parce que le livre se limite dans un temps, il y a une période, c'est de 1992 à 2020. Ce travail est le fruit de plusieurs années de recherche et d'analyse minutieuse. Bachili a fourni l'essentiel de cet effort-là, se trouve dans ces 450 pages. Et les Maliennes et les Maliens que nous sommes, nous devons nous faire violence, exercer sur nous-mêmes une douce violence pour lire ces pages-là. Plus qu'un simple livre, le parcours erratique de la démocratie se veut un véritable voyage critique à travers les 3 dernières décennies de la vie politique malienne. L'accueil réservé à l'ouvrage a été positif. Ma présence ici aujourd'hui témoigne que l'auteur a touché un point qui intéresse notre faculté. Qu'il a essayé de toucher les institutions du Mali, de l'indépendance à nos jours, à travers une approche diachronique. Et quand j'ai parcouru le livre, j'ai compris que ça peut contribuer à élargir le champ de la compétence de nos apprenants. Très inspirant, très instructif, surtout venant d'un cadre qui a été acteur pendant les 30 dernières années, un cadre compétent, un cadre valeureux, et qui est témoin de tout ce qui s'est passé de 91 à nos jours. La cérémonie a pris fin par une séance de dédicace animée par l'auteur, et cela dans une bonne atmosphère. Le parcours erratique de la démocratie est publié aux éditions EDIS. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain sur la même heure, même plateau, et pour d'autres informations.